te donne le feu vert. Ça tourne. Voilà, donc merci à vous tous et vous toutes. Je ne le fais pas avec l'écriture inclusive, mais le cœur y est. D'être venu partager avec nous ces derniers moments. Enfin, non, ce micro-là est, je pense, plus agréable. Partager donc ensemble, et le but, c'est que justement, ça soit l'occasion de partager. Alors, un certain nombre de personnes de la famille vont prendre la parole. Ensuite, ça sera donc des personnes qui étaient chères à Françoise qui vont ensuite parler de sa vie associative et politique. Et ensuite, on a normalement de quoi passer un petit moment ensemble autour d'un verre. Donc, je propose qu'on commence par cette petite... qu'on commence en douceur avec une chanson de Renaud. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux. Chez le marchand, 45 et Minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais hauts doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. J'avoue qu'on se fait dépasser nous-mêmes par l'effet de ce qu'on a dans la tête. Mais merci Mick, c'est formidable. Il a fait ça en pleine nuit. Il était épuisé. Il m'a fait ce montage magnifique. Et j'avoue, mélo, mais il y a des moments où je pense que le mélo se justifie complètement. Et un peu de douceur après certains moments un peu difficiles que maman a connus. Donc l'idée c'est de partager des souvenirs, maman aimait beaucoup les textes et donc elle a écrit. Et l'idée qu'on avait, c'est en particulier que ces petits-enfants qui n'ont pas forcément connu tout ce qu'elle a fait, le partagent en lisant certains de ses textes. C'est un des aspects
de l'intervention qu'on vous propose pour partager ce moment. Donc bon, grâce toujours au travail d'archiviste de Mick, on a un petit parcours de vie de notre maman. Alors, et Agnès me corrigera si je me trompe, je pense que c'est à Valenciennes. En fait, on a une vidéo, mais on n'a pas eu le temps de tout mettre en image. Donc, on a juste cette petite extraction où il y a donc maman qui est la plus grande. C'était une fratrie de 6 enfants, mais Martine n'est pas encore née. Donc, Martine, pour qui on a tous une pensée, parce qu'il y a pratiquement 5 ans, c'était la plus jeune et c'était la première à nous avoir quittés. Et quelque part, le chemin qu'elle a tracé a été... elle a affronté à peu près la même maladie que maman et ça a été quelque part quelque chose qui a rassuré maman d'une certaine manière parce que voilà, c'était un chemin quelque part qu'elle connaissait. Dominique et Anne-Marie sont aussi présents et Michel évidemment, et bon, je le salue parce que j'espère qu'il pourra voir la vidéo et sont donc présents à moitié de dos sur la photo, mais ils nous saluent. Donc j'ai l'occasion de présenter notre grand-mère, la maman de Didi, Jeanne, et le nom de couturier était très important pour maman, elle attachait beaucoup d'importance à cette partie de la famille. Surnommée Mamette. Et donc son père, Henri. Alors bon, sans refaire toute l'histoire familiale, il était Gazard, ingénieur des arts et métiers. Une partie importante des liens d'amitié venait des amis de bon papa, et en particulier, je pense qu'on peut considérer que notre propre existence y est intimement liée. Donc elle est née à Paris 14e. Et en fait, j'ai raté quelque chose parce que dans la préparation, normalement, j'avais une lecture, mais je pense que celle-là, j'ai oublié de la faire. Oui, mais tu serais prêt, Ludovic, à lire le... Hein, parce que c'est bien qu'il y ait une part d'improvisation. Et c'est une super idée que tu aies pris le livre. Bah écoute, puisque... On évoque de très près, alors il faut savoir qu'au moment où... Bah, je crois qu'elle le raconte hein, dans le... C'est plusieurs deux tiers. Un peu. C'est plus loin, je crois, c'est plus loin. Ah, pardon, excuse-moi. La photo, vous pourrez la voir mieux, je laisserai le livre. Ah, tu l'as, parfait. Voilà. Le bébé, dans les bras du tirailleur sénégalais, sur une halte de l'Exode, c'est moi. Je n'ai eu des récits de l'Exode que par ma mère, Jeanne Jacquin Couturier, qui a pris ce cliché. Cette photo, pour moi, n'existe que depuis peu et je me suis fait ma petite enquête. Le cadre et l'époque, c'est en juillet 1940, dans une propriété du Périgord. Il y a sur la photo une ou des membres de la famille qui nous accueillaient, des gens qui avaient fui Paris, des tirailleurs sénégalais issus de la débâcle de l'armée française, peut-être du personnel employé dans la propriété. Si j'avais eu la photo il y a 25 ans, j'aurais pu interroger des adultes de l'époque, encore vivants, car j'y avais fait une petite visite accueillie par « Le bébé, c'était vous ?» Les personnages. Ma mère a pris la photo, tout juste arrivée de Paris alors qu'elle venait d'accoucher. Je suis né le 22 mai 1940. C'est un oncle de mon père, employé à la SNCF, qui avait trouvé de la place dans le dernier train quittant Paris. Sans nouvelles de son jeune mari, militaire dans la débâcle générale, elle est partie avec sa mère, 68 ans, et son bébé, et la dysenterie pour elle et moi. Je pense qu'elle est arrivée là par le plus grand des hasards. Je suis né 9 mois après le mariage de mes parents. Le 23 août 1939, ils avaient bien choisi leur jour. Mon père, jeune officier
s'est mariée sans permission et a rejoint son corps le lendemain matin. Son colonel a renoncé à le mettre aux arrêts, car ce jour-là, mobilisation, on avait besoin de tout le monde. J'ai donc au minimum 3 semaines, et certainement pas plus de 2 mois. Les militaires. J'ai toujours eu envie d'en savoir plus sur le bataillon de tirailleurs sénégalais qui s'était replié là. Je connaissais oralement Mamadou et Chocolat. Inutile de vous dire que ces noms ou surnoms m'ont toujours rendu malade. Quant à les identifier l'un de l'autre, ma sœur prétend que c'est Mamadou qui me porte dans ses bras. Je m'aperçois que ces pauvres gens étaient bien jeunes. Peut-être sont-ils encore vivants, mais où? Peut-être la publication d'une photo peut les faire ressurgir. Pour eux, le bébé était certainement un sourire dans leur vie de guerre. Donc, comme j'ai pu vous le dire, la fratrie ou la sœurie, je ne sais pas quel est le mot le plus adapté, a été constituée de 4 sœurs, dont Françoise était l'aînée, et 2 frères. Donc, voilà, on a pris un peu quelques clichés au hasard. Hein. C'est difficile de résumer tel... Alors on passe un peu plus loin. Quelques images du mariage avec Jean-Claude. Donc nos grands-parents, nos grands-pères étaient en fait camarades d'école aux arts et métiers. Et là aussi, vous me corrigerez si je dis une bêtise, en tout cas tel que j'ai compris l'histoire familiale, les Jacquin prenaient le poste, enfin Henri Jacquin prenait le poste de papy, désolé, d'André, l'émotion, je l'appelle papy. Et poste pour poste, et y compris, là aussi vous me corrigerez, la maison. Donc il y a même une... Non, erreur. Bon, c'était pas la même maison, donc ce qu'on disait en route, en voiture, vous retirez, c'est fausse information, c'était pas la même maison. Est-ce que c'est l'occasion, papa, de faire ton intervention? Tu préfères après? D'accord. Alors bon, pour le clin d'œil, on n'a pas encore eu le temps de retrouver beaucoup de souvenirs de quand elle était petite, mais quand même, quand elle a commencé à écrire, elle aimait bien les lunettes. Bon là, elle les avait enlevées, manifestement. Elle aimait les pêches, les jouets, les images, les bonbons, les poupées. Et alors le dernier mot, il était difficile à décoder. Donc on a fait appel à un Champollion. Et en fait, les indices, c'est les carnets. Elle aimait énormément les carnets. Et comme sa dernière fonction, c'était quelques jours avant d'aller à l'hôpital, c'était secrétaire de... Elle s'est proposée comme secrétaire pour l'association des Amis de Léon Blum. Et en fait, sa grande spécialité, c'était de prendre un nouveau carnet quasiment pour chaque réunion. Donc il y avait trois pages avec le compte-rendu de la réunion, et on a une jolie petite collection. Donc là, ce n'est qu'un aperçu. Mais vous voyez, au moins, c'est un engagement de jeunesse. Et d'une manière générale, avec elle, l'amour, c'était pas à moitié. Une autre passion qu'elle nous a vraiment, et je crois qu'elle était aussi bien notre père, notre papa qu'elle-même, c'est ce que j'appellerais déchiffrer des lettres. Et pareil, en fait, sur tous ces comptes rendus, ce qui est amusant dans l'appartement, ce qui est touchant, c'est que quasiment toutes les notes politiques sont sur des enveloppes, et une face est occupée par le compte rendu d'un appel téléphonique, d'une conversation, et de l'autre côté, c'est déchiffrer des lettres. Elle jouait en même temps à l'émission, et il y avait vraiment une face de jeu et une face de notes de réunion. Et bon, j'ai pas pu m'empêcher aussi de citer Georges Perec, qui est un grand amateur des mots, et d'une manière générale pour symboliser tout ce qu'elle nous avait donné sur la littérature. Justement, il faut que je ne perde pas le fil des interventions. Non, j'ai enlevé celle qui touchait à la littérature, parce qu'il y en aurait peut-être eu un peu trop. Ces lettres devenaient aussi des chansons, et là aussi elle nous a transmis l'amour des
des chansons à texte en particulier, des chanteurs de tous ordres. Et bon, il y a Yvan Dautin qu'elle aime beaucoup, qu'elle apprécie beaucoup, et je crois que d'autres personnes qui sont dans cette salle également, qui auraient évidemment souhaité être avec nous aussi, donc vous salue, et évidemment d'autres, on avait fait une playlist, mais bon, on va... Donc on a évidemment la fratrie, la photo, il y a une photo un peu mythique parce qu'on devait revenir de vacances et qu'on était bronzés. L'occasion d'apprécier aussi la mode de l'époque. On doit être aux environs de 1983, 84, quelque chose comme ça. Bon, une photo qui nous touche énormément, avec Ludovic, le plus jeune d'entre nous. Beaucoup de tendresse. Je crois qu'il n'y a pas besoin de mots. Alors, donc, sur la vie associative, je passerai la main à Martine Fayolle en particulier, mais je vais quand même, moi, faire une petite citation, parce que j'ai du mal à retrouver, il y a une partie historique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive dans les années 80, on a beaucoup plus de traces, mais maman avait commencé son engagement dans la vie associative, je dirais plutôt dans les années 70, là, sans doute à partir du moment où on a commencé à être suffisamment grand pour qu'elle ait un petit peu de temps pour s'occuper d'autre chose. Et la première chose à laquelle elle a participé, enfin, sans doute pas la toute première, mais en tout cas qui nous a marqué, c'était ce qui s'appelait entre autres Consommation, qui était en parallèle de l'UFCS. Et il y a deux choses que j'ai envie de citer, des souvenirs de cette époque-là. C'était la joie de maman quand la première application de la loi sur la publicité mensongère, à une époque où c'était un peu le Far West, je n'ai pas un peu plus. Et il y avait à l'époque un magasin, là, c'est trop fort, t'es trop près de la baffle. Oui, pardon. Ça va là? Il y avait un magasin Saveco, et le slogan c'était Saveco, Saveco, impossible de trouver moins cher. Et là, ils ont fait une erreur parce qu'il y avait une bande de pitbulls, ça n'existait pas à la mode à l'époque, mais qui ont décidé, bah non, c'est pas vrai. Et qui l'ont prouvé. Et il y a eu le tribunal de Versailles a condamné, ça a été la première condamnation sur une loi qui sans doute devait être récente pour publicité mensongère, et c'était vraiment un grand moment de fierté pour maman. Alors, j'en profite parce que là, anecdotiquement, sur le même article qui cite ça, parce que c'est vraiment la seule citation qui prouve que ça a existé, parce que personne n'en parle, c'est un peu un fait anecdotique de l'histoire, c'est que les associations de consommateurs de l'époque, INC, gueulaient contre le fait que l'achat des piles pour certains transistors coûtait jusqu'à 1400 francs par an. Et je vous confirme que c'est toujours pas réglé, parce que quand les transistors qu'on a amenés pour Didier à l'hôpital, il fallait souvent changer les piles. Hein. Et une dernière chose, la boulangerie qui est à côté s'appelait au tout début Gouin. Et des premiers faits d'armes de maman qui, pour certains d'entre nous, étaient ce qu'on appelle trop la honte, dans le langage des jeunes d'aujourd'hui. Et puis quand même, moi j'étais un peu fier. C'est que, alors que Gouin voulait installer une deuxième boulangerie un peu plus loin, maman trouvait que c'était un monopole absolument abominable. Et donc, toute seule, parce qu'elle n'arrivait pas à convaincre manifestement beaucoup de monde de participer à cette action, elle avait fait un sit-in devant chez Gouin avec une pancarte pour dire non, non au monopole, pas de deuxième boulangerie Gouin. Et le garde champêtre à l'époque, il y avait encore un garde champêtre à Cropa, était venu apparemment l'interpeller et lui dire que ça ne se faisait pas de faire ce genre d'opération sur la voie publique. Donc vraiment, je ne vous cache pas que je suis très fier de ce côté Don Quichotte
qui lui n'a pas laissé de traces dans l'histoire, mais au moins dans nos mémoires. Je peux te couper la parole, je parlerai après. Mais bien sûr. Là, je tombe vraiment sur une anecdote qui est dans le plein champ. C'est qu'à l'époque où j'étais aux affaires, on avait été invités tous les deux à un dîner chez Serge Dassault. Et évidemment, il y avait que des PDG, j'étais le seul à ne pas être PDG, à l'assistance. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui a demandé à maman qu'est-ce qu'elle faisait, quelle était sa spécialité. Et elle a dit, moi, c'est de faire condamner les PDG. Alors ça a acheté un froid. Bon là, c'est juste un seul. N'hésitez pas, s'il y a deux anecdotes comme ça, c'est trop bien, quoi. Encore des PDG interpellés. Il a été élu. Ouais, tu as été PDG quand même. Pas ensuite. Tu as été PDG ensuite. Ah, il fallait pas que tu rates l'occasion de te faire condamner. Voilà, donc là c'est des images. Peut-être que Martine, tu vas sans doute l'évoquer, j'imagine. Enfin, il y a eu deux souvenirs différents en fait. Celle du milieu, je crois que c'est en 2002. C'est lors de la conclusion de la loi sur la parité. Voilà, avec la ministre Marie-Lise Lebranchu. Et c'était à l'issue d'un travail évidemment de longue haleine pour faire aboutir ce projet de loi. Donc 2002, on était encore sous Lionel Jospin, Premier ministre. Et une loi qui a encore des conséquences essentielles. Et bien sûr, l'engagement de Maman était autour de elles aussi, cette association qui a bataillé et qui continue à batailler, parce qu'il y a une loi, mais ensuite il faut l'appliquer, il faut que les partis respectent la règle. Il y a toujours la différence entre candidat et éligible et élu. Et je crois que c'est même dans ces dernières notes, pareil, on voyait que c'était un combat de tous les instants. Et les photos sur les côtés, c'est la remise de l'ordre du mérite en 2003. Et donc, ces petites filles étaient présentes avec des poussettes. Elles avaient presque 2 ans à l'époque. Nicolas Hamelin. Voilà. Et on était passé sous Chirac, mais le combat continuait. Et la bonne humeur, apparemment. Et effectivement, je confirme que, en particulier les plus jeunes, Lo et Rosa, dans leur poussette, avaient égayé l'assistance par leurs chants divers et variés. Voilà. Et sur l'aspect politique, eh bien, Martine nous a transmis un texte sur la laïcité. Donc, je ne sais pas, c'est Anna ou Canel qui va le lire. Comment ? Vous arrangez, d'accord. Juste avant de le lire, l'action politique de Maman s'est beaucoup effectuée. Elle n'est pas allée directement au PS, je crois. En particulier, elle a louvoyé avec le MRG, ou peut-être, enfin, sans être membre, mais en tout cas sympathisante. Et puis il y a un nom qui résume bien, c'est le grain de sable. C'était à l'époque où je crois que c'était Levet, le maire de Maurepas, donc c'était l'opposition. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y avait Le Bisque, qui était également un magazine, il a Vécu, dont j'ai pas encore retrouvé de traces dans ce qu'on a fouillé, mais ça ne saurait tarder. Donc, tout ça, c'est des magazines dans lesquels Maman s'est retrouvée, par exemple, à faire la vendeuse de pubs, c'est-à-dire qu'elle allait chez les commerçants pour ramener des pubs. Et je ne vous cache pas qu'elle nous a raconté une anecdote que je trouve aussi. Elle disait, mais mes parents détestaient les commerciaux, ils considéraient que c'était le pire des métiers. Et moi, je me retrouve à faire la commerciale pour ce qui me plaît, c'est-à-dire pour mes idées. Et elle était fière de ça. Quelque part, elle se disait, bon, mes parents seraient peut-être choqués, mais j'assume d'aller
me vendre de boulangerie en pressing et en restaurant pour défendre mes idées. Je vais vous laisser. Donc ce texte écrit en 2012. Ouais, là ça va? Comme ça? Très bien. La laïcité est une de nos conquêtes, dont nous avons plus que jamais besoin. Elle donne sa cohésion à notre société, au-delà de toutes nos différences. Quand ma première petite fille, Canel, est venue au monde, riche de sang mêlé, un gouvernement de droite avait fabriqué des sans-papiers, éjectés ensuite d'une église qui leur avait donné asile. Aujourd'hui, un autre gouvernement de droite poursuit, harcèle, enferme des familles, des enfants, dont le seul tort est d'avoir cru à l'image de la France des droits humains. Le co-développement, un ordre juste des échanges commerciaux, du respect des peuples devrait permettre d'élaborer des politiques mondiales, alors que les frontières se révèlent inhumaines. L'action associative, CIMAD, RESF, etc., est plus que jamais nécessaire et je la soutiendrai sans relâche. L'avenir de nos enfants, c'est celui de la planète. Il faut anticiper plutôt que subir les mutations et faire le choix du développement durable. Investir dans la recherche, créer de nouveaux métiers. Ce défi doit être vu comme une chance et non pas comme un handicap supplémentaire. Alors, non, je m'arrête ici pour la partie... alors, non, en fait, je réalise que j'ai pas forcément géré tous mes enchaînements. Donc, je devais normalement le faire et j'ai évidemment fait des petits ratés. Donc, il y a des textes qui vont... On va le faire dans la foulée, hein, peut-être pour éviter que ça soit trop enchaîné. Je trouve qu'il y en a un qui va bien dans la foulée. C'est un courrier qu'elle a envoyé au monde en août 1996. Alors là, bon, je ne serais pas le fils de Didi si je ne faisais pas des tentatives un peu périlleuses, mais j'ai essayé de le faire je propose de le faire à 4 voix, donc Lou, Matisse... non, à 3 voix quand même, c'est raisonnable. Lou, Matisse et Canel, il faudra vous prêter le micro. Vous avez vos feuilles? Voilà. Moi, je vous passe les micros. Donc c'est sur un thème voisin, puisqu'elle parle quand même de riches de sang mêlé. Mais là, on est sur un sujet qui évoque les migrants. Il y a 20 ans, c'était pas ce mot-là qu'on employait, mais l'idée reste la même. Donc,